RCF. Entre culture catholique et croyances ancestrales, les Boliviens se méfient énormément du Salar d'Uyuni à près de 4000 mètres d'altitude. Ils pensent que cet endroit est habité par le diable et que les trous d'eau sont la manifestation de ces yeux qui changent de place de surcroît. Des yeux qui peuvent dévorer les imprudents parfois même. Alban Tessier, la quarantaine, marié et père de 2 jeunes filles, a souhaité se lancer dans l'aventure en traversant le désert d'Uyuni en Bolivie à 3670 mètres d'altitude en parcourant 140 km en 7 jours. Ce père de famille n'a pas souhaité que son aventure passe inaperçue. En effet, Alban Tessier, en s'inscrivant dans un projet soutenu par l'association À perte de vue, permet d'ouvrir aux déficients visuels et à ceux qui les entourent un large champ des possibles en faisant tomber les préjugés. Alban Tessier a choisi la saison hivernale en Bolivie. Il a traversé le Salar d'Uyuni du 17 au 23 juillet dernier, une période qui devait être sèche. Vous verrez que les prévisions et la réalité ne se rejoignent pas toujours. Alban Tessier, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes Saint-Sébastianais, c'est une commune qui jouxte Nantes en Loire-Atlantique. Vous avez toujours aimé les explorations, vous avez toujours rêvé grâce au voyage, par exemple, de Nicolas Vanier. Oui, j'ai toujours admiré tout ça, mais sans jamais penser qu'un jour je pourrais participer à quelque chose de tel. Qu'est-ce qui vous plaisait dans ces explorations de l'extrême, j'ai envie de dire ? Déjà le dépassement de soi, d'une part, et puis après de découvrir des milieux qu'on n'a pas l'habitude de voir forcément, qui sortent de notre quotidien. Alors cette aventure, c'est quand même traverser un désert de sel, l'Uyuni en Bolivie, c'est 140 km. Oui, tout à fait, ouais, c'est ça, 140 km en 7 jours. Alors vous avez choisi la période hivernale qui correspond chez nous à l'été pour pouvoir réaliser cette traversée, pensant que le sol serait tout à fait dur, donc plus facile à pénétrer. Oui, c'est ça. En fait, ce lac ou ce désert, suivant la saison, est soit sec, soit rempli d'eau. Donc en été, pour eux, ce qui correspond à la saison des pluies, effectivement, il n'est pas praticable à pied, puisqu'il y a 15 à 20 cm d'eau. Par contre, là, à la période où moi j'y suis allé, donc l'été pour nous, mais l'hiver pour eux, il était normalement sec. Cette traversée nécessite beaucoup de préparation pour tout explorateur. Déjà, vous avez quand même un guide qui a déjà mis le pied sur ce genre de terrain sauvage. Oui, tout à fait. En fait, alors, en termes de préparation, c'est plus de 3 ans de préparation à différents niveaux. Déjà une préparation physique, une préparation documentaire, parce que je ne connaissais pas du tout ce lieu, donc il fallait connaître les conditions météo. On a travaillé avec l'agence de météo bolivienne. Après, au niveau géologique aussi, j'ai lu pas mal de choses pour me renseigner sur ce lieu, et puis je voulais des retours d'expérience de personnes qui puissent me dire ce qu'ils avaient vécu dans cette traversée. Donc effectivement, il n'y en a pas 50, mais j'ai pu rencontrer 3 personnes, dont un qui a vraiment fait la traversée complète, Louis-Philippe Long, qui est un Belge, un aventurier explorateur, et qui a pu me donner pas mal d'informations sur cette traversée. Alors, le désert d'Uyuni se situe à peu près à 3600-700 mètres d'altitude. Oui, c'est à peu près ça. Je saurais plus dire exactement 3007, 3008. Bon, ça change pas grand-chose. Ça veut dire une préparation physique. Ça veut dire une acclimatation, c'est-à-dire qu'on ne va pas à ces altitudes comme ça du jour au lendemain. La préparation physique, c'est une chose, c'est-à-dire le fait de pouvoir marcher sur une vingtaine de kilomètres par jour, forcément il faut s'y préparer. Mais bon, je suis assez sportif, je fais partie du Racing Club Nantais, qui est un club d'athlétisme, un gros club d'athlétisme à Nantes, donc où je pratique la marche athlétique. Mais après, l'acclimatation, ça c'est encore autre chose, et donc il fallait passer un certain temps avant de partir à l'aventure pendant 7 jours comme ça seul. Il fallait bien une bonne semaine pour s'acclimater à l'altitude, ce qui s'est plutôt bien passé. Alors, la traversée seule, mais pas sans assistance.
Non. Après, le but, c'était pas une opération suicide, hein. Moi, je suis marié, j'ai des enfants, je tiens quand même un minimum à ma vie. Bon, on a essayé de penser à pas mal de choses avec l'association qui porte le projet, l'association à perte de vue. Et donc, on s'était dit, si je suis sur le Salar, il faut quand même penser une assistance en cas de problème. Donc, j'avais différents outils qui pouvaient me permettre de communiquer par téléphone satellitaire, qui donnait aussi ce qu'on appelle le tracking, donc me géolocaliser en continu. Et puis en cas de souci, j'avais également un bouton de détresse, un bouton d'appel de détresse, qui pouvait contacter cette équipe d'assistance. Donc l'équipe d'assistance était en moyenne, on va dire 1 heure et demie de moi, des fois un peu plus, des fois beaucoup plus proche. Et en cas de souci, comme il y a pu y avoir au niveau du matériel, à un moment donné, j'ai tout le matériel électronique qui a planté, donc ils ont pu m'amener le double, j'avais des doubles à chaque fois. Et puis, en cas de problème de santé aussi, je suis parti avec un médecin français qui m'accompagnait. Il fallait bien penser une assistance à un moment donné s'il y avait un souci. Alban Tessier, vous êtes professeur d'informatique et formateur de braille dans un institut pour malvoyants à Nantes. C'était important pour vous de faire cet exploit pour pouvoir montrer justement au travers de votre association à perte de vue les capacités d'une personne qui a un sens déficient? Oui, après, moi j'ai eu dans mon parcours à un moment donné besoin d'aller dans cet institut-là, d'ailleurs, dans lequel je travaille aujourd'hui. Et j'ai été accompagné dans la formation par une équipe de formateurs, mais j'ai eu une relation aussi particulière avec un des formateurs, notamment celui qui a créé l'association à perte de vue, Michel Point, et qui avait auparavant participé par exemple au Rallye Dakar en tant que copilote. Et donc son idée c'était de sensibiliser le grand public aux problématiques du handicap visuel, mais aussi de démontrer qu'il y avait des possibles, de se dire que voilà, le handicap c'est pas une fin en soi et que c'est pas parce que on a une déficience, on rencontre des situations de handicap qu'on peut pas faire un certain nombre de choses. L'idée c'était ça, l'idée principale c'était de se dire voilà, aujourd'hui on a des outils techniques qui peuvent nous permettre de pallier à certaines situations de handicap. On peut également faire des apprentissages dans ces centres parce qu'il y a de la rééducation fonctionnelle. On peut aussi apprendre, dans le quotidien par exemple, à se faire à manger, utiliser un ordinateur, toutes sortes de choses, faire son ménage, les tâches de la vie quotidienne, se déplacer en ville. Donc ça, il faut savoir que ça peut s'apprendre. Et puis après, il y a aussi le fait de solliciter forcément de l'aide humaine, il ne faut pas non plus le nier, mais voilà, dans une juste mesure. Donc c'est un peu se dire que voilà, il y a des possibles. Alors chaque cas de cécité peut être différent. Vous avez vu, par la suite, vous avez une rétinite pigmentaire? C'est ça, moi j'ai vu à peu près, j'étais fort myope jusqu'à 16 ans à peu près. Et puis après, ma maladie s'est déclarée assez rapidement. En l'espace de 2 ans, j'ai perdu à peu près la moitié de ma vision, assez rapidement. Et puis, comme c'est évolutif, ça continue au fur et à mesure. L'issue de la rétinite pigmentaire, de toute façon, c'est la cécité. Est-ce que dans vos élèves, vous avez suscité quelques envies d'exploration? Alors je sais pas, on va voir en retour. En tout cas, on en a avec certains, pas tous, mais je n'ai pas forcément énormément communiqué au niveau du travail, mais on a pu échanger avec quelques-uns et on verra en retour s'ils ont envie eux aussi d'aller plus loin. Alban Tessier, vous n'avez peut-être pas beaucoup communiqué avec vos élèves directement, mais avec des petits élèves. Ces jeunes Boliviens vous ont suivi durant les 7 jours de traversée du désert d'Uyuni, donc cette étendue de sel sur 140 km. Il y a aussi des Boliviens assez haut placés qui vous ont admiré, puisque c'est pas une activité très courante. Oui, c'est vrai que j'ai eu un accueil alors très
on va dire presque, comment dire, digne du Festival de Cannes. Dès mon arrivée, déjà, je suis arrivé Ah, c'était pas le tapis rouge, mais le tapis blanc. Voilà, à l'aéroport, quand le chef opérationnel de l'agence Gaston Saccaz nous a récupérés, en fait, tout de suite, il m'a dit, j'ai une petite surprise pour toi, il y a un comité d'accueil. Dès qu'on a passé les portes, il y avait les flashs qui crépitaient de partout et les caméras qui se mettaient en route. Et il me dit, c'est pas fini, il y a quelqu'un qui veut te voir. Et c'était en fait le vice-ministre du tourisme qui était là, avec aussi une personne représentante du ministère de la Culture. Donc ils étaient là pour m'accueillir et aussi pour m'inviter juste après au ministère, le temps de prendre une douche et puis d'y retourner pour une conférence de presse. Et puis j'ai eu, après l'expérience, après les 7 jours, un petit tweet de Evo Morales qui a posté une photo et qui avait mis un petit message sympathique. Donc oui, effectivement, le président bolivien qui met un petit mot, c'était un honneur. Le tourisme sur ces étendues de sel, c'est rarement à pied. Vous avez, vous, par contre, croisé pas mal de véhicules. Oui, voilà. Alors, déjà pour eux, effectivement, le ministère du Tourisme, c'est pas anodin, puisque c'est un haut lieu du tourisme, le Salar d'Uyuni. C'est une curiosité de la Bolivie et même de l'Amérique du Sud, on va dire. Mais oui, il y a des touristes, effectivement, peu à pied. J'en ai pas rencontré d'ailleurs. Même sur toute la première partie, sur les 4 premiers jours, j'ai croisé personne. Après, sur la partie finale, c'est vrai que là on se rapproche un peu des villes principales, qui sont Uyuni et Colchani, qui sont touristiquement assez fréquentées, c'est relatif, disons qu'il y a un peu plus de monde. On a croisé un peu plus de 4x4, en tout cas je les entendais passer à distance, même si des fois ils étaient assez proches quand même et à des vitesses assez importantes. Alban Tessier, on ne traverse pas le désert d'Uyuni en 7 jours sur 140 km sans préparation. Vous l'avez dit au début, c'est 3 années. J'aimerais savoir comment se sont déroulés vraiment ces 7 jours, puisqu'on sait qu'il y a eu quelques tempêtes de neige. Alors, vous êtes parti, bien sûr, avec cette assistance qui était à 1h30 à peu près de vous, avec tout le matériel en double au cas où. Avec une canne électronique ? Pas du tout, non. Non, en fait, c'était dans ma tête, c'était de me dire qu'en fait, tout le monde croit que le milieu hostile, c'est le Salar d'Uyuni. Alors, certes, au niveau des conditions climatiques, mais au niveau du déplacement, pas du tout, parce qu'en fait, il n'y a pas d'obstacle, c'est tout plat, hormis quelques dangers, mais on y reviendra peut-être. Donc, la canne, en fait, quand je suis arrivé dans le véhicule qui m'a amené au point de départ, tout de suite, je l'ai replié. En fait, je ne l'ai pas réutilisé de toute l'aventure. Donc ça c'était première chose. Après l'outil principal c'était un outil GPS qui était là pour me guider sur le Salar. Donc l'équipe d'assistance au départ est restée relativement proche parce qu'il y a toujours besoin d'un petit temps pour se caler. Et effectivement sur le déplacement ils étaient un peu étonnés parce que j'avais tendance à pas mal zigzaguer sur le départ. Donc ils sont restés à proximité, ils sont venus une ou deux fois me dire t'es sûr que ça va? T'es sûr que ça se passe bien? Oui, ça va. Et bon, effectivement, ce qui s'est passé sur les premiers jours où c'était un petit peu compliqué, c'était que l'objectif principal qui était de plus de 20 km jour, en fait, n'était pas respecté. Donc j'étais très en retard sur les 3 premiers jours à ce niveau-là. Avec des petits soucis de branchement, de petites choses comme ça que j'ai pu corriger au fur et à mesure, mais ça c'était pas trop gênant. Et puis surtout à partir entre le 2e et le 3e jour, là il y a eu une nuit très très difficile parce que les conditions climatiques ont énormément changé. Il y a eu une première tempête, alors pas au départ, pas de neige, c'est-à-dire vers 22h le vent a commencé à se lever par bourrasque, et puis à partir de minuit et demi, là c'était sans discontinuer, assez fort. Et puis j'ai entendu un ancrage de la tente qui est parti, je me rappellerai toujours du bruit que ça a fait. La tente a commencé à flotter.
Donc là, je me suis dit, c'est la première vraie grosse panade dans laquelle je me suis mis. Je suis sorti de mon sac de couchage, je suis sorti de la partie chambre de la tente et donc j'ai été voir un petit peu ce qu'il était de cette partie flottante de la tente et donc je devais la maintenir pour pas que le vent s'engouffre. Je pouvais pas sortir pour remettre l'ancrage, sinon je pense qu'il y aurait une prise au vent qui aurait été énorme. J'ai essayé de recaler avec un de mes sacs parce que j'ai 55 kg de matériel, un sac qui était assez lourd, que j'ai pu mettre sur la toile. Donc au départ je me suis dit ça a l'air de tenir et puis en fait comme le vent venait petit à petit déplacer le sac, en fait il glissait et ça reprenait le vent. Donc je me suis dit qu'une solution c'est de le tenir et de rester à tenir. Donc là on voit les minutes, les heures et puis on a froid parce que j'étais en dehors de mon sac de couchage juste avec un collant et un t-shirt. Donc comme les températures étaient négatives, voilà. Et puis on commence à avoir peur un petit peu, forcément, il faut le dire. Donc je me suis rapproché de mon outil de la balise de détresse. Il y a une sorte de capsule dessus pour protéger le bouton, donc je l'ai enlevé et je l'avais dans une main et de l'autre main j'avais la tente à tenir comme ça. Donc c'était un moment assez épique, quoi. Donc le problème c'était vraiment cette levée de vent, mais il n'y avait pas spécialement l'eau qui montait. Non, là c'était purement sec, là c'était que du vent, donc c'est juste la crainte qu'à un moment donné je puisse plus tenir parce que j'avais le bras qui commençait à tétaniser, par moments je tremblais, alors je savais plus si c'était parce que c'était musculairement que j'en pouvais plus ou si c'était la trouille. Et puis le temps faisant aussi que forcément je dormais pas, j'avais quand même 2 journées déjà dans les bottes, donc il y avait de la fatigue. La partie humide est venue juste après. C'est-à-dire que sur les coups de... je ne saurais plus exactement, vers les coups de 4 heures, ça a dû se calmer. Le vent est tombé d'un seul coup, comme si quelqu'un appuyait sur un bouton. Ça s'est arrêté, net. Donc je me suis dit, je vais aller pouvoir me reposer un petit peu. Généralement, je me levais à 6 heures. Je me suis dit, je vais pouvoir dormir 2 heures, en étant toujours attentif quand même que ça ne se relève pas. Et puis assez rapidement en fait j'ai commencé à entendre des choses tomber sur la tente. Je me suis dit tiens, c'est curieux, il pleut, c'est plutôt rare à cette saison, mais il pleuvait fortement, quoi. Ça tombait fort. Et au bout d'un moment je me suis dit mais non en fait j'avais la tente qui commençait à repencher parce que comme l'ancrage n'était pas là, la tension n'était pas maintenue. Et en fait je me suis dit non, c'est de la neige en fait, c'est le poids de la neige qui fait que s'accumulant sur la tente, ça s'affaisse, quoi. Et effectivement, j'ai tapé un coup sur le toit de la tente et j'ai bien entendu que ça glissait tout le long, quoi. Donc j'avais pu à tenir la tente, mais je tapais de temps en temps dessus avec mes pieds, avec mes mains pour que la neige tombe, quoi. Et ça jusqu'à 6 heures à peu près. Il a neigé jusqu'à 14 heures après. Ça n'a pas arrêté de la journée, quoi. Lorsque l'on passe une nuit avec plusieurs types d'intempéries, à quoi pense-t-on ? On se demande dans quelle galère on s'est mis, quoi. À un moment donné, on se dit c'est pas vrai. Là, je crois que t'as loupé un truc. T'as eu beau te préparer pendant 3 ans, te dire que normalement il n'aurait pas dû pleuvoir, mais en fait il pleut pas. Oui, il neige carrément. Et puis il y a le vent, il y a tout, et on se dit en fait on fait moins le malin, quoi. Donc c'est ça fait partie du jeu aussi. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui l'aventure est d'autant plus belle, quoi. On pense à sa famille ? Oui. Après, je me disais que au pire des cas, même si la tente s'envolait, je déclenchais mon bouton, j'avais mon sac de couchage qui n'était pas très loin. Même si j'avais été sous la neige avec le sac de couchage, j'aurais pu tenir un petit peu de temps, le temps que l'équipe d'assistance arrive. Donc, c'était pas totalement non plus. Il y a toujours des risques, mais bon. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido nunca oír. Le désert de sel
d'Uyuni en Bolivie comporte quelques peut-être embûches, quelques trous. Ouais, alors ça c'était en fait il y avait pour moi deux dangers principaux au-delà du froid, hein, parce que la nuit c'est vrai que ça peut être un problème, mais j'étais bien équipé au final, j'ai pas eu si froid que ça. Les deux dangers principaux c'était alors d'une part sur la partie finale, parce que je suivais une piste, une des pistes principales, parce qu'en fait et même si il y a pas de route, hein, mais il y a quand même des endroits qui sont repérés par les locaux et donc qu'ils empruntent de façon régulière. Et donc quand l'agence a fait la reconnaissance, l'agence Gaston Sacaz, il m'avait bien dit, à un moment donné tu vas être obligé de suivre la piste parce qu'il y a trop de dangers à côté. Et ce deuxième danger c'était les Oros de Agua. Donc premier danger, les véhicules qui passent et qui roulent plutôt vite, même s'il y a une vue qui peut être assez dégagée, mais quand il neige forcément c'était bouché. Donc là il fallait être vigilant, c'était prévu qu'il soit plus proche de moi sur cette partie-là en tout cas pour préserver ma sécurité. Ils avaient prévenu aussi toutes les agences de voyage locales, tout le monde savait que j'étais sur le Salar dans ces 7 jours, et ils avaient les lieux sur lesquels je devais être en fonction de l'avancée. Les autorités locales aussi étaient prévenues bien sûr. Et puis donc ce deuxième danger, les Oros de Agua, eux ce sont des trous en fait qui sont alors divers, hein, il y en a qui font 5-10 cm de diamètre, puis d'autres ça peut aller jusqu'à quasiment 80 cm. Donc en surface on les voit pas forcément parce que certains sont quasiment recouverts d'une petite croûte de sel. Quand on marche dessus ça casse, et en dessous il y a de l'eau. Et il y a de l'eau sur une profondeur qui peut être assez aléatoire. Donc quand on a fait la reconnaissance, là j'avais ma canne, donc je l'ai enfoncée à plusieurs reprises dans ces trous. Des fois il y avait 15 cm d'eau, et d'autres fois j'ai enfoncé la canne dans son intégralité sans toucher le fond. Donc ma canne fait 1,45 m. Je ne sais pas jusqu'où ça pouvait aller, mais sur un trou qui fait 80 cm de diamètre, on passe intégralement. Et en plus, les côtés de ces trous c'est du sel qui a cristallisé, donc c'est très tranchant. Donc le risque, même en y tombant juste en mettant la jambe dedans, c'était de se lacérer tous les mollets, quoi. Bon, c'est pas arrivé. Alban Tessier, sur cette exploration, qu'est-ce que vous comptez en retirer d'avancées scientifiques ? D'avancées scientifiques, pas grand-chose. Je ne suis pas moi-même scientifique, et puis on n'a pas eu de partenariat avec des scientifiques. Ce que je peux voir un petit peu à mon petit niveau, c'est de me dire que normalement on avait des références climatiques sur cette période, et qu'on se dit que quand même le climat est bien bouleversé, parce que c'est pas du tout ce dont ils ont l'habitude de subir à cette saison. Donc c'est vrai que là, autant de neige, autant de conditions extrêmes sur 7 jours, parce que c'est arrivé à 3 reprises, hein. On n'en a pas parlé, mais j'ai quand même été rapatrié 2 fois, parce que là les conditions étaient bien plus sévères que la première nuit que j'avais passée dans les conditions un peu périlleuses. Mais oui, on peut se questionner, se dire qu'est-ce qui se passe pour que le climat soit aussi dérangé. Moi j'avais quand même eu les relevés météo des 10 dernières années. Sur ces 10 années, il y avait eu quelques millimètres de pluie sur un jour en fin juillet, mais vraiment quelques millimètres. Là on a tout dépassé, quoi. Donc on peut se questionner là-dessus. Après moi je suis pas expert, je suis pas météorologue, je suis pas scientifique non plus, donc je peux pas dire ce que je retire particulièrement. C'est une impression. Alban Tessier, qu'est-ce qui a déclenché vraiment le rapatriement, puisque parfois vous avez été obligé de faire appel à votre assistance ? Alors en fait, c'est pas moi qui ai fait appel à eux, c'est eux qui sont venus vers moi. Le chef opérateur de l'agence, qui lui était à La Paz, a eu des alertes météo vigilance orange.
Donc ça c'était juste après ma deuxième nuit, la nuit très compliquée là. Et il me dit, écoute, là il y a alerte vent violent et tempête de neige. L'équipe dit qu'ils pourront pas ressortir du salar parce que ça devient trop dangereux. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'autour du salar, il y a toute une zone un peu humide. Où on peut dire que ça fait un peu comme des sables mouvants, même si c'est du sel. Et avec l'humidité qui se rajoute, forcément, les choses deviennent plus complexes. Donc eux, ils ont repéré des passages, mais la journée avançant avec cette neige qui était tombée jusqu'à 14h, en fait, avait fait changer un peu les conditions de sortie du salar. Et en plus, comme ils annonçaient cette tempête, on sentait bien le vent je l'ai bien senti, le vent se levait au fil de la journée. Donc il m'a appelé vers 15h pour me dire, écoute Alban, là il y a un risque déjà pour toi, et puis après l'équipe dit qu'il faut vraiment sortir. Donc au départ, c'est vrai que j'étais pas forcément préparé, je venais de subir une nuit plus une journée de grosses galères, parce que entre temps, ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai tout le matériel électronique qui avait planté. Les batteries qui s'étaient effondrées d'un coup, ça a été la débandade complète sur cette journée. Et quand il m'a appelé à 15h pour me dire ça, je lui ai dit écoute, t'es bien gentil, mais rappelle-moi, je marche jusqu'à 16h puis on verra jusque là. Donc j'ai pas été forcément très sympa et j'ai pas mesuré en fait leur problématique à eux. La mienne peut-être oui, mais pas forcément ce que ça engendrait. Et puis en fait il m'a rappelé un peu plus tard en me disant écoute, là vraiment le conducteur du 4x4 dit qu'il faut sortir maintenant, donc eux ils vont sortir, si toi tu veux rester tu nous dis, mais nous on te conseille plutôt de sortir parce que ils pourront pas revenir s'il y a un souci. Donc encore une fois, c'est pas une opération suicide. Je me suis dit, si vraiment j'ai une nuit comme je l'ai vécue, et ça peut être pire, si eux peuvent pas venir en plus, là par contre tu cours un vrai danger, quoi. Donc j'ai accepté. Donc ils sont arrivés assez rapidement, ils n'étaient pas très loin, et du coup on est sortis quasiment instantanément, et on est d'être entre 15h30 et 16h quand même. Vous mangiez 3 fois par jour, donc sans doute des portions déshydratées ? Non, pas du tout, pas 3 fois par jour. J'avais fait le choix de ne pas manger le midi pour avoir le plus de temps de marche possible. Donc je mangeais effectivement des plats déshydratés, enfin lyophilisés, qui étaient faits d'ailleurs assez localement là, à Olonne-sur-Mer par MX3 Extreme, qui est un de nos partenaires. Et donc en fait le matin, le but c'était d'avoir 3500 calories par jour. Parce qu'il faut avoir de l'énergie pour marcher, mais aussi pour résister au froid pendant la nuit. Et donc on avait concocté avec eux, et puis avec d'autres personnes qui avaient pu me conseiller pendant le temps de ma préparation, un modèle énergétique pour la journée. Donc le matin, je mangeais des céréales avec de la poudre d'amandin, un thé histoire de reminéraliser un peu l'eau, et en journée je mangeais essentiellement des barres de céréales, donc 4 barres de céréales spécifiques pour les besoins énergétiques. Et le soir par contre j'avais une soupe, 2 rations de plats et un dessert, tout ça en lyophilisé. Donc il fallait que je fasse chauffer mon eau, j'avais un réchaud à gaz. Et puis je faisais chauffer mon eau, je remplissais tous mes sachets, je les refermais et je laissais 20 minutes, le temps que ça se réhydrate bien. Puis après je mangeais tranquillement, quoi. Alban Tessier, vous n'avez peut-être pas encore fait le bilan complet de cette aventure, mais êtes-vous prêt à repartir pour une autre ? Non, là c'est encore un peu tôt parce que déjà je réalise tout juste ce que j'ai fait. Donc il faut déjà que je le digère. Bon, physiquement ça va, j'ai bien récupéré et puis il n'y a pas de souci. Vous avez retrouvé votre famille, votre femme, vos enfants ? Déjà d'une, et puis même pour eux c'était un sacrifice, ces 3 ans de préparation où forcément j'ai été beaucoup moins disponible que je n'ai pu l'être avant. Et donc du coup c'est vrai qu'on est passé à côté d'un certain nombre de moments ensemble. Les entraînements de marche déjà qui prennent du temps. Les échanges téléphoniques, j'ai pas fait le calcul du nombre d'heures où j'ai passé au téléphone ou dans des rencontres autres pour la recherche de partenariat ou toutes mes recherches documentaires, ainsi de suite, ou de relations. Donc c'est vrai que ça a été sur ces 3 ans du temps à passer et du temps en moins en famille en tout cas. Donc déjà c'est
se reconstruire en famille, repartager des moments importants, et puis après on verra si on a envie de faire autre chose, mais c'est possible, oui, qu'il y ait des envies qui viennent. On va laisser le temps faire. Eh ben, je vais vous laisser témoigner de ce voyage envers votre famille et puis vos amis. Merci à vous, merci beaucoup.